Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 pavés que j'ai lus comme des enquêtes, même si certains de ces livres vont vous surprendre parce que ce ne sont pas des polars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo spéciale pavé. Ah C'est pas mon style de lire des pavés, je ne suis pas attirée par les pavés parce que j'ai toujours peur que ce soit trop long, j'ai toujours peur qu'il y ait des pages en trop, j'ai toujours peur que ça traîne dans la durée et je ne sais pas pourquoi en ce moment je suis vraiment attirée par ça, par les pavés, par Enfin, je ne suis pas attirée par un pavé, je me dis pas « Ah tiens, chouette, je suis contente, je vais lire un livre de 700 pages, trop bien !» Non, non, j'ai envie de lire un livre de Céline Dangean, j'ai envie de lire un livre de Cédric Cyr, j'avais envie de lire un livre de Michel Bussy, je voulais avancer dans les Clarisse Sabart. Ce sont globalement des auteurs qui écrivent des livres qui sont épais. Voilà. Et du coup, si je veux effectivement lire ces auteurs-là, donc il y en a deux, c'était parce que je les voyais à Nancy. Clarisse Sabart aurait dû venir à Nancy, mais elle n'a pas pu avec ses soucis de santé, mais j'ai absolument pas annulé ma lecture, bien au contraire, j'ai bien pensé à elle en lisant ce livre. Et Cédric Cyr, ça me titillait depuis un moment, ça faisait trop longtemps que j'avais pas lu de Cédric Cyr. Et donc, si je veux lire ces auteurs-là, voilà, faut que j'aille vers des pavés. Ok. Mais en même temps, quand on lit ces pavés-là, derrière, c'est des livres qui se lisent plutôt vite et en plus avec une curiosité qui est titillée. Voilà, en intro, je vous ai dit que j'avais lu ces livres comme des enquêtes et je viens de vous parler d'un Clarisse Sabart. Alors, j'aurais tendance à mettre ces livres dans deux catégories. On a la première catégorie qui est assez logique, j'ai envie de dire, avec le Cédric Cyr que j'ai lu, donc c'est Deux fièvres et 200 qui est un tome 1, et La fille de Cali de Céline Dangean qui est également un tome 1, tous les deux en format poche chez Pocket. C'est des livres qui sont... alors c'est pas du tout la même chose, mais on est sur des page-turners, surtout Cédric Cyr, hein, c'est le roi des page-turners. Céline Dangean apporte un regard que j'apprécie beaucoup sur le féminisme, c'est pas le sujet principal, mais je vous détaillerai ça dans ma chronique plus précise. On est sur des enquêtes policières dans les deux, petite touche de fantastique ici. On va avoir vraiment un côté un peu classique de polar, mais que j'aime bien, avec nos équipes policières qui vont mener l'enquête. Et puis, en plus de ça, on est pris par l'histoire, on a un petit côté âme sensible s'abstenir, on a un dénouement qui tient la route, et voilà. Donc, j'ai envie de mettre ces deux livres dans un premier groupe, enquête policière. Et le second groupe, donc je vous ai parlé de Michel Bussy et Clarisse Sabart. Vous devez vous dire, mais Magdalena, ça va plus du tout. Elle nous dit que Michel Bussy, c'est la même chose que Clarisse Sabart. Non, je vais pas vous dire ça, parce que clairement, Michel Bussy, quand on en parle, c'est un auteur qui est catégorisé côté polar. Quand on parle de son classement de vente parmi les auteurs francophones à chaque début d'année, il est environ 10e et on dit tiens, c'est le 2e auteur de polar après Franck Tillier. Enfin voilà, ou le 3e après Franck Tillier et Bernard Minier, mais voilà, c'est à peu près ça. Mais il écrit pas, enfin j'en ai lu que 5, hein, mais dans ceux que j'ai lus ou dans les souvenirs que j'en ai, il écrit pas que... Non, j'en ai lu 4, pardon, j'en ai lu 4, c'est le 4e. On n'est pas, en tout cas sur les deux derniers que j'ai lus récemment, on n'est pas sur des enquêtes policières classiques. On va avoir autre chose, on va suivre une histoire, presque un roman contemporain, avec une histoire, en l'occurrence une histoire de famille avec une sorte de secret de famille. Et on va sentir qu'il y a un secret, qu'on se fait balader, et à la fin il nous sort un dénouement incroyable, un dénouement digne d'Agatha Christie. Donc ouais, le côté polar, il est là. Mais sur 615 pages, vous en avez 500 qui sont une histoire qui peut paraître classique et pas particulièrement policière en fait. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui titille notre curiosité, bien sûr que on va essayer de chercher ce secret de famille, mais voilà, mais le dénouement, il est dingue. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Clarisse Sabart? Des secrets de famille. Des secrets de famille. Et donc on est titillé. C'est quand même la marque de fabrique de Clarisse Sabart. C'est vraiment les secrets de famille, avec double temporalité ou pas, et en l'occurrence pas de double temporalité pour celui-ci, mais
On est dans un secret de famille, on sent qu'il y a quelque chose, et de temps en temps, elle va nous rappeler qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et elle va titiller notre curiosité. Et nous, on va commencer à avoir quelques hypothèses, et à voir si au fur et à mesure de la lecture, on les valide pas, si on change d'avis, si... Voilà. Et après, on est surpris par le dénouement. Le dénouement, c'est pas un dénouement digne d'un énorme polar, c'est un dénouement que j'apprécie, c'est une fin top, moi j'adore, mais c'est pas un dénouement à la Agatha Christie, parce que c'est quand même pas une autrice de polar jusque-là, Clarisse Sabart, enfin, en tout cas dans ce qu'elle nous propose. Mais il y a autre chose, c'est que il y a un côté enquête et tout, avec Secret de famille, mais en plus de ça, on peut avoir un côté comédie romantique, on peut avoir un côté hyper agréable, hyper moderne, avec de l'humour. Enfin voilà, Clarisse Sabart, enfin je pense que ça sert à rien de vous le rappeler, qu'elle a une écriture qui est vraiment hyper fluide et un vrai régal à lire. Et ce sont des livres qui font du bien. Alors après, à voir ce que vous mettez dans la catégorie feel good, si vous trouvez que c'est négatif, positif, etc. Mais ce sont des livres qui font du bien. Je vais pas lire un Michel Bussy parce que j'ai envie d'un livre qui me fait du bien et qui va me donner le sourire et voilà. Enfin, mais malgré ça, je trouve quand même qu'il y a des points communs. Voilà. Donc ça, ces deux livres-là, font partie de la deuxième catégorie des livres dont je vais vous parler. Mais on va mixer un petit peu tout ça. Donc je vais commencer avec 2 fièvres et 2 sang. Puis je parlerai de La plage de la mariée. Et on continuera avec La fille de Cali et on terminera avec Le temps est assassin. Je crois que c'est d'ailleurs dans cet ordre-là que je les ai lus, puis ça permet de mixer un petit peu ces fameux genres. J'ai fait une longue introduction, mais c'était important pour moi parce que vraiment c'est... Enfin, on a des points communs dans ces livres qu'on verrait pas comme ça au premier abord, mais qui sautent aux yeux quand on les enchaîne quasiment comme j'ai pu le faire. Et de toute façon, j'ai vraiment cette réticence à aller vers un pavé, alors que en même temps, un pavé, c'est souvent la garantie d'un page-turner et d'une histoire haletante. C'est rare dans les livres que je peux avoir à lire que je me retrouve avec un livre de 600-700 pages qui soit d'un ennui terrible et qui soit vraiment, enfin que je rame au possible pour aller jusqu'au bout. C'est rare, enfin en tout cas ça correspond pas à ce que j'apprécie lire non plus. Là où moi je vais vraiment sortir de ma zone de confort en matière littéraire, ça va être pour certains livres de la rentrée littéraire qui sont très bien écrit, certainement trop bien écrit pour moi, trop bien écrit pour que je trouve l'écriture fluide, trop bien écrit pour que je puisse tout comprendre d'un coup et faire défiler les pages, donc je passe du temps à lire. Je ne pense pas avoir dans ma palle ce style de livre en pavé. Ce style de livre, je l'ai, mais ce sont des livres qui font 150, 180, 220 pages, voilà. Donc, c'est des livres où je prends un peu plus le temps de les lire. Je dis pas que je prends pas le temps pour des pavés, mais c'est vrai que je vais attendre d'un pavé et je vais attendre de ces auteurs-là en particulier que dès la première page, ils arrivent à m'embarquer et ça a été totalement le cas pour les 4. De toute façon, c'est l'un des critères. Un auteur le sait, enfin, pour capter l'attention de son lecteur, il faut qu'il arrive à faire un premier chapitre qui soit dingue. Et je trouve que le défi, c'est que le deuxième chapitre arrive à être dans cette même dynamique, qu'on nous ait pas menti sur la marchandise et que on continue comme ça. Voilà, allez, introduction terminée, je passe à la chronique de ces livres. Et je commence donc avec De fièvre et de sang de Cédric Cyr. C'est un livre qui m'a été offert par Isabelle d'Isabelle Lecture et je la remercie. Alors, pavé à quel point? Nous sommes sur du 583 pages. Voilà. Alors, De fièvre et de sang, c'est un premier tome d'une trilogie. On a ensuite Le premier sang et La mort en tête. Ils sont juste derrière mon téléphone dans ma palle. On va faire la connaissance d'Eva Sverta. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Et le commandant Vauvert. C'est un duo que j'ai beaucoup apprécié. Et en plus,
Eva, elle a un petit côté profiler qui me plaît beaucoup. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a, quand il y a comment dire, ce corps de métier, en fait, qui est présent dans une enquête parce que ça amène à des choses très intéressantes au niveau psychologique. Cédric Cyr, j'en ai lu plusieurs. Ils sont juste derrière. C'est le 4e que je lis. J'ai lu Avec tes yeux, Vindicta et La saignée. Et j'ai dû peut-être les lire dans cet ordre-là. On a tendance à dire que quand on a lu Vindicta, on a tout lu. Enfin, on peut tout lire, pardon. Tellement on est loin dans le sanglant, etc. Je suis pas tout à fait d'accord parce que ça dépend de votre sensibilité, en fait. Ça dépend de qu'est-ce qui... Et puis en plus, La saignée est quand même aussi d'un très haut niveau. Mais ça dépend de où est votre sensibilité. Donc là, quoi qu'il en soit, Cédric Cyr, globalement, c'est âme sensible s'abstenir. Sur la partie qui peut être sanglante, voilà, certaines scènes comme ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il prend un plaisir incroyable à décrire ça. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Peut-être pas non plus. Mais ça me dérange pas. Moi, j'ai vraiment, mes sensibilités sont vraiment ailleurs. Et donc, il y a certains sujets en particulier où je peux pas. Donc là, quand on est sur de la violence de ce style, ou du sang, ça paraît tellement gros que, ok, enfin d'accord. Il y a d'autres sujets où je vais vraiment avoir atteint mes limites. Les sujets, vous les connaissez en général, c'est plutôt viol et tout ce qui est drogue, alcool, mais ça dépend à quel niveau en fait. Ça dépend s'il y a que ça. Ça dépend comment c'est tourné. Voilà. Si ce sont les personnages principaux qui sont noyés dans ça et que l'auteur nous dit vous voyez à quel point c'est génial, votre vie elle serait changée si vous tombiez vous aussi dans ce style de drogue, bah là j'ai du mal. Si c'est un peu condamné ou un peu enfin en tout cas pas mis sur un piédestal, si c'est un enquêteur qui est alcoolique ou qui a voilà un truc, enfin je pense à Bir Mukherjee avec aussi son personnage principal qui est dans certaines drogues, mais on sait que ce sont des côtés sombres en fait, et c'est décrit comme un côté sombre. Donc c'est pas décrit comme un côté lumineux en disant vous avez vu, il est trop bien, il se drogue régulièrement. Voilà. Si on va vers ça, j'ai du mal. C'est vraiment des subtilités, etc. Mais ça, ce sont mes limites quelque part. C'est pour ça aussi que, à cause de ces limites, c'est pour ça que Les Refuges n'est pas mon livre préféré de Jérôme Loubry. Donc avec Cédric Cyr, j'arrive pas à mes limites. Mais je pense que il dépasse les limites de beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre aussi. Donc voilà, en fonction de ce que vous lisez. Mais quelles que soient vos limites de ce que je lis, je lis beaucoup, mais c'est pas assez. J'ai pas non plus une connaissance de tous les auteurs, mais des auteurs que j'ai pu lire, Cédric Cyr, c'est pour moi le roi des page-turners. On fait pas mieux en matière de page-turner. Voilà. Et en fait, en échangeant rapidement avec lui, pour lui, bah, c'est ce qu'il promet au lecteur, en fait. Donc, si on lui dit, mais quel page-turner, c'est OK, contrat rempli. Alors, vous n'allez pas avoir une poésie toutes les 2 pages. Vous n'allez pas avoir des magnifiques passages qui vous décrivent pendant 50 lignes la beauté de la couleur du ciel qui passe de telle couleur à telle couleur ou je ne sais quoi. Non. Par contre, on peut avoir 3 lignes sur le temps. 3 lignes qui nous dit le ciel s'assombrit, il commence à pleuvoir, c'est l'horreur. Et là, vous tombez direct en 3 lignes dans une ambiance où ça commence à être un peu angoissant. Donc voilà, si on a des descriptions, je trouve que c'est pour nous mettre dans une certaine ambiance. Donc Cédric Cyr, roi des page-turners, et là où en fait ça va
très loin, c'est que on commence le livre, je veux dire, moi je connais pas les personnages, je les ai pas découverts encore, je peux pas dire, ah la vache, après 300 pages à m'être attachée aux personnages, j'ai peur pour eux, bah non, je commence le livre, j'ai pas lu 300 pages, j'en ai pas lu. Je commence le livre, les auteurs sont dans les personnages, pardon, sont dans une situation où on a peur pour eux, et je n'ai pas compris comment je pouvais avoir peur à ce point-là pour eux, à être vraiment à un rythme haletant, enfin, vous voyez, presque du mal à respirer, mal au ventre, hein, pour des personnages que je ne connaissais pas. Voilà, je ne les connaissais pas. Je pouvais pas dire que je les ai trouvés attachants pour tel trait de caractère ou telle chose dans son passé pardon, ou telle chose qu'elles peuvent vivre. Non, j'en sais rien, je les connais pas, mais j'ai eu peur pour eux. C'est quand même, enfin, je trouve ça assez incroyable. C'est un thriller fantastique, donc ça veut dire qu'on a un petit côté fantastique. Pour moi, c'est vraiment un petit côté surnaturel qui, pour moi, est bien dosé, ça m'a pas gênée. Je suis pas, enfin, si vous me suivez, vous savez que j'ai beau dire que je lis beaucoup de choses et j'aurais tendance à vous dire, oh, je lis de tout parce que ça y est, j'ai lu 2 romances dans ma vie et j'en ai acheté 2 autres parce que ça y est, j'ai lu 2 livres young adultes et que c'était des zones vers lesquelles j'étais pas encore allée. Le reste, bon, ok, j'y suis. Ouais, mais en fait, je mets largement de côté tout ce qui est science-fiction, fantastique et fantasy, parce que là, c'est même pas la peine. Je ne compte vraiment pas aller vers ces univers-là. C'est pas pour moi. Je dois manquer d'imagination, je sais pas, mais j'ai besoin qu'il y ait un côté assez réaliste quand même. Et malgré ce que je vous disais sur les scènes des fois très violentes et très sanglantes, mais bon, du coup j'ai un peu de mal. Mais malgré tout, j'accepte des petites doses, enfin j'accepte, c'est comme si j'avais des exigences incroyables, mais ça ne me dérange pas que dans un livre, on ait des petites doses de fantastique, si c'est vraiment ancré dans du réel. Et ça va être le cas du seul Stephen King que j'ai lu, qui est, alors plus le temps passe et plus j'en oublie la date de l'assassinat de Kennedy. Non, j'ai lu 2 Stephen King. Après, on a beaucoup d'autres Stephen King, parce que mon mari en a lu beaucoup. Et j'ai lu La Ligne Verte, c'est vrai, après avoir vu 50 fois le film, et 22 novembre 63. Et alors, mais c'est vrai que c'est le cas dans les deux, on a des doses de fantastique, en fait, de surnaturel. Ça ne m'a pas gênée. Ça apporte quelque chose, mais globalement, l'histoire, elle est vraie. On n'est pas là avec... bon, ça va, mon mari est pas là, je vais pouvoir critiquer Tolkien. On n'est pas avec des hobbits ou je ne sais quoi, des personnages, des géants, des machins. Enfin, non, on n'est pas... on nous a pas inventé un univers qui est à la fois dans le Moyen-Âge avec les technologies de maintenant. Ça, c'est des choses que j'entends beaucoup sur certains livres. Alors, on a du mal à le situer parce qu'on a l'impression que c'est le Moyen-Âge, mais en même temps, ils ont toutes les technologies actuelles. Moi, je serais déroutée. Et c'est surtout des... j'aurais beaucoup de mal avec des créatures qui n'existent pas. Voilà. Donc là, c'est pareil. Là, j'atteins mes limites dans le domaine de l'imaginaire, en fait. Et donc là, oui, c'est un thriller fantastique. Il y a une touche de surnaturel, mais ça m'a pas gênée derrière. C'est resté un page-turner. Je me suis de plus en plus attachée au personnage. Et voilà, le rythme, il était dingue. Il était dingue. Donc, je me suis pas arrêtée à ces choses particulières qui se passaient. Ça m'a pas cassé dans mon rythme. Non. C'était intégré dans l'histoire. C'était, comme je dis, bien dosé. Donc, pour moi, c'était pas trop... voilà. Donc, aucun souci par rapport à ça. Vraiment excellent. J'ai très hâte de lire le second tome. Le seul truc, c'est qu'on est toujours au mois de septembre et que c'est bien de lire les pavés, mais bon, ce serait bien de les lire quand j'ai un petit peu plus le temps pour en profiter. Mais en tout cas, j'étais très contente d'avoir retrouvé Cédric Cyr parce que il est inimitable sur les page-turners. On ne fait pas mieux. Je poursuis avec La plage de la mariée de Clarisse Sabar et c'était trop bien. Alors, on va accompagner Zoé. Zoé, elle
sa vie change complètement, elle est fille unique, attachée à ses parents. Ses parents ont un accident, ils décèdent et sa mère lui confie un secret de famille juste avant de décéder. Et là, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que c'était ses parents, elle y était attachée et tout s'écroule parce que le secret que lui révèle sa mère va complètement la chambouler. Mais en fait, ce qu'elle lui dit, c'est pas un secret en lui disant « Oh, je te révèle tout », voilà. Non, c'était un peu un secret presque énigmatique, vous voyez. Alors, elle n'a pas donné un code non plus, mais ça a nécessité que Zoé aille faire quelques recherches quand même pour en savoir plus et donc arriver sur la fameuse plage de la mariée. Et d'ailleurs, le livre débarque comme ça. Enfin, je vous ai dit qu'on n'était pas sur une double temporalité dans le sens où on ne vit pas, on n'a pas quelques chapitres de nos jours, quelques chapitres 50 ans avant, etc. Mais on a le prologue. Et le prologue, en fait, nous parle de choses qui se sont passées en avril 1984. Et donc, c'est un prologue qui va vous faire comprendre ce qu'est la plage de la mariée et ce qu'on entend par cette légende. Voilà. En tout cas, Zoé, eh bien, pour pouvoir résoudre son enquête, mais c'est pas une enquête, mais pour pouvoir, eh bien, découvrir ce secret de famille, en savoir plus, aller plus loin que ce que sa mère lui a dit, eh bien, elle va être amenée à bouger, à partir loin de chez elle, alors qu'elle vit à Nice. Et donc, eh bien, elle va creuser, elle va en savoir plus, elle va s'intégrer aussi. Et du coup, pour aller jusqu'au bout, jusqu'au dénouement, que bien sûr, je ne vous dirai pas. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment un côté enquête, mais enquête sur sa famille, sur des choses qui la concernent en fait. Donc il y a la même démarche, mais ça va presque plus ressembler à la démarche de journaliste d'investigation qu'aux démarches d'un policier. On n'a pas de mort, enfin si ses parents sont décédés, mais il n'y a pas d'histoire par rapport à ces morts-là. C'est d'autres choses qui vont nécessiter d'aller creuser, etc. Puis c'est vrai que les gens sont pas toujours, quand on arrive pour poser quelques questions sur le passé, bon c'est pas toujours évident non plus. C'est vraiment intéressant parce que on va avoir tout un aspect très humain sur Zoé où en fait elle vit un bouleversement, elle change de vie, elle recherche une vérité et ça c'est des choses qu'on pourrait comprendre. Alors c'est sûr que pour elle tout est d'un coup, mais on peut arriver à s'identifier à elle parce que je pense que on a chacun vécu certaines de ces choses à des périodes de nos vies. On a donc ce côté recherche de la vérité, recherche d'un secret de famille, en savoir plus, qui va bouleverser Zoé. D'ailleurs, j'ai apprécié parce qu'elle était bien entourée de certains amis et ses amis ne sont pas parfaits non plus. Et alors ça, c'est rare parce que dans ce style de livre qu'on pourrait dire secret de famille, mais un petit peu comédie, etc., et ben en fait, on a des amitiés qui sont incroyables. Alors, oui, il y a des amitiés qui sont très fortes, mais pas que. Et il y a des choses en fait où il y a un personnage notamment qui la titille, elle la laisse pas tomber, mais elle va pas la voir gaiement. Et moi, je trouve que c'est très rare de lire sur ça. Et ça arrive, je veux dire, la vie, elle évolue, il y a des gens auxquels on est attaché, et puis le temps passe, nos vies commencent vraiment à être trop différentes, et à la fin, on n'a plus forcément envie de les voir, ou en tout cas avec moins de joie, moins de hâte qu'avant. Et petit à petit, bah voilà. Et après, tout dépend ce que chacun fait. Certains coupent les ponts assez facilement parce que, voilà, on n'a pas envie, hein, on a d'autres choses à faire que ça. Et puis, il y a des gens qui, au contraire, vont ramer pour quand même tenter de pas couper ce lien, même s'il n'y a plus rien, même si ça fait perdre du temps, entre guillemets. Et ben voilà. Alors là, ça va plus loin ce que je vous dis quand même que ce que Zoé vit avec une de ses amies. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup plu
ce côté-là. C'est bizarre, je vous dis, ça m'a beaucoup plu parce que Zoé, elle s'entendait de moins en moins bien avec une fille. Non, mais c'est que j'ai bien aimé, enfin voilà, tout n'est pas tout rose. Donc ça m'a paru plus, enfin j'étais plus sensible du coup. Du coup, ça veut dire que j'étais plus... les amitiés fortes m'ont paru plus crédibles parce qu'il y avait aussi d'autres choses. Ça reste un détail ce que je vous dis. Hein. Surtout que le personnage dont je vous parle, c'est vraiment pas un personnage qu'on voit à toutes les pages. Mais c'est un point que j'ai apprécié. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on a une touche de comédie romantique. Et c'est pas toujours le cas à ce point-là dans les livres de Clarisse Sabar. Parce qu'il y a un petit côté peut-être parfois plus léger que ce qu'on peut retrouver dans certains de ses livres. Une comédie romantique un petit peu plus poussée que dans certains de ses livres. C'est pas que... Enfin, je vais pas vous dire que du coup, je préfère quand c'est comme ça par rapport à ses autres livres. Ou l'inverse. Non, j'aime tout. Mais je l'ai vraiment noté dans ce livre. Et ça m'a plu parce qu'il y avait cette fraîcheur. Et alors, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui, du coup, m'est vraiment personnel et ça ne vous servira pas à grand-chose pour savoir si vous devez lire ce livre ou pas. C'est que de mon côté, quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment ressenti que c'était le moment pour moi de lire ce livre. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je l'avais pas anticipé à ce point parce que, enfin, moi je lis rien des quatrièmes. Je veux dire, c'est un livre de Clarisse Sabar, c'est un livre de Clarisse Sabar. Je vais l'aimer. Que ça parle de je ne sais quel sujet, je m'en fiche. J'y vais les yeux fermés. Donc je ne lis rien de la quatrième, comme je n'ai rien lu des quatrièmes de couverture de tous ces auteurs en fait. Ce sont pour moi des valeurs sûres que je ne lis pas assez pour les 4. Ils ont aussi ce point commun. Je ne les lis pas assez alors que je les apprécie beaucoup. Mais c'est parce qu'ils écrivent des pavés et que pour moi, il faut que je passe cette petite barrière. Mais c'est vraiment le livre dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc je ne savais pas qu'on serait sur un secret de famille, qu'il y aurait la particularité qu'il n'y ait pas de double temporalité, qu'en plus on aurait ce côté comédie romantique qui n'est pas présent énormément, mais quand ça y est dans ce livre, c'est vraiment de la comédie romantique, qu'un petit côté léger, avec de l'humour et tout, et c'était frais, c'était agréable, et tout en ayant ce secret, en se posant des questions, et en abordant des sujets importants et sérieux, et qui font réfléchir, et voilà, enfin, Zoé, plus d'une fois, ça m'a fait mal au cœur pour elle, ce qu'elle vivait, là où elle en était dans sa recherche, et puis des choses où chacun dit ah oui je savais, oui, ah bah non je te dirais pas, enfin c'est un petit peu particulier, voilà. Donc je vous le conseille parce que moi il devient l'un de mes préférés de Clarisse Sabar. Peut-être que mon préféré c'est Un air d'éternité, je sais pas, en même temps le tome 1 du Secret des Accapantes est juste dingue. Moi j'aime beaucoup les livres de Clarisse Sabar. Voilà, La plage de la mariée. Je poursuis avec La fille de Cali, âme sensible, abstenir. Faudrait peut-être que je fasse un logo, vous savez, un petit logo quand je parle d'un livre. Poum, vous avez... Ah, ça pourrait être trop bien ça. Un petit logo, même la catégorie du livre. Ou... Ah, mais est-ce qu'on peut mettre tous les livres dans des catégories? Du coup, Clarisse Sabar, je l'aurais mis ça encore. Voilà, je sais pas. Donc, La fille de Cali. Moi, j'ai lu de Céline Dangean sa deuxième série, qui est une trilogie. J'ai lu les tomes dans le désordre. Là, vous devez être en train de vous dire, mais c'est pas possible, comment elle a pu faire ça? Elle qui nous dit tout le temps qu'il faut lire les tomes dans l'ordre, comment elle a pu lire les tomes dans les ordres? Mais c'est que je ne savais pas. Et donc, dans sa deuxième série, qu'est-ce qu'on a comme livre? Matrice, Précipice, Châtiment. Et donc j'ai commencé par Précipice, je crois, enfin, j'espère ne pas me tromper, j'ai commencé par Précipice, puis Matrice, puis Châtiment. Ça m'a pas dérangée. Céline Dangean l'a dit à plusieurs reprises lors de salons et tout, que en fait dans cette deuxième série, elle a voulu faire une série qui était moins série que sa première. C'est-à-dire que les tomes pouvaient être lus de façon plus indépendante que dans sa première série. Voilà, donc moi j'ai eu aucun souci, je vous dis, quand j'ai lu le tome 2, et ce tome 2 a été un coup de cœur, il était très bien. J'ai lu un moment où j'avais pas le temps, mais en fait quand je le lisais pas, ce livre continuait à me hanter quelque part et j'avais hâte de le retrouver. Donc bah là j'avais bien envie de lire sa première série, surtout que le côté série avec des tomes qui se suivent vraiment,
plus que ce qu'elle a pu faire dans sa seconde série, bah ça m'intéressait. Donc, vraiment à lire dans l'ordre, du coup, enfin, je vous dis ça, je n'ai lu que le tome 1, mais de ce que j'ai entendu, c'est le cas. Et donc, j'ai découvert La fille de Cali, qui est un petit pavé de 718 pages. Je pense qu'on tient le record, hein, parce que pendant longtemps, ce livre a été le plus gros livre de ma palle, avant d'être détrôné par Karine Schiebel avec Meurtre pour rédemption. Celui-ci, il est dans ma palle, bien avachi, quoi, hein, bien installé. Voilà, bon, ça reste un poche, parce que pas très loin, j'ai Tempête sur la villa aux étoffes, qui est pas mal aussi. Et là, on n'est pas sur un poche. Il faut vraiment que je reprenne cette série. Donc, premier tome d'une série, et on fait la connaissance d'Héloïse Bouquet, qui est capitaine de gendarmerie. Elle est assez jeune pour son poste, elle a besoin de faire un peu ses preuves, on l'aide pas trop, hein, voilà, certains l'aident, d'autres l'aident moins. Elle a une équipe, faut qu'elle se fasse globalement respecter, mais c'est pas trop un souci, c'est un peu plus avec son supérieur où c'est pas évident. Puis, enfin, ouais, c'est pas toujours évident. Et puis elle a quelqu'un qui est au même niveau qu'elle, et alors là, pour le coup, lui, il est vachement moins sympa que les autres, quoi, hein. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une gendarmerie, comment ça se passe, les liens entre les collègues. On a toujours l'impression que tout est beau, tout est rose et que quand on a des équipes de police, de gendarmerie, que n'importe quel personnage serait prêt à mourir pour son chef ou pour son collègue ou à se sacrifier pour je ne sais combien d'innocents. Et ben ouais, mais il n'y a pas que des sympas. Voilà. Donc là, globalement, ça va, mais on a une journaliste. Alors moi, j'aime bien quand il y a une journaliste dans une enquête policière parce que ça peut être hyper intéressant sur une sorte de collaboration intelligente, gagnant-gagnant entre un journaliste, un policier, un enquêteur, un gendarme. Enfin, ça peut être vraiment intéressant. La journaliste, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas... Elle a envie d'avoir son actu, d'avoir sa nouveauté, d'avoir le sujet qui fera le buzz avant tout le monde. Si elle doit passer par écraser quelqu'un d'autre pour en arriver là, c'est pas très grave. Et si en plus elle écrase pas une personne mais plusieurs, ben c'est pas grave non plus. Le tout c'est qu'elle ait son scoop, qu'elle soit remarquée et voilà. J'aime pas trop ce style de journaliste. Quand je dis que j'aime bien quand il y a des journalistes qui mènent l'enquête avec les enquêteurs, c'est pas ce style de journaliste. Alors ça veut pas dire que ça n'apporte rien à l'histoire, hein, pas du tout, hein, au contraire. Mais c'est pas le point que je vais souligner. Je vais pas vous dire, il y a une journaliste, vous savez à quel point j'aime ça, point. Non, faut aller plus loin parce que c'est pas tout à fait le style que j'aime bien. On est sur un pavé qui se dévore totalement. Dès les premières pages, on est dedans. Les chapitres sont courts, donc ça rythme aussi bien l'histoire. Chapitre court, on alterne entre les personnages. Et puis, en fait, on a une multitude d'enquêtes. On va avoir eh bien, notre journaliste, la fameuse, qui va être sur plusieurs sujets, notamment un en particulier, elle va le creuser. On va avoir Héloïse Bouquet, la capitaine de gendarmerie et son équipe qui va eh bien aussi mener son enquête et tout. Alors ils sont sur des enquêtes, hein, je vous ai dit, hein, âme sensible, s'abstenir. Donc ils sont dans des cas où on a des cadavres sans tête. D'ailleurs il y a un passage que j'ai noté. Un enquêteur qui dit à la femme, à une femme, « Le tueur n'a emporté qu'une seule chose, madame, la tête de votre ex-mari. » À ces mots, madame Chevrier donna le sentiment de recevoir un parpaing en pleine figure, ses yeux s'agrandirent sous le choc de la sordide révélation et sa bouche s'ouvrit toute ronde sur une silence exclamation. En plus, l'écriture, elle est belle. Voilà, et là on imagine, parce que c'est dans la discussion quoi, enfin c'est... non, c'est pas du tout un cambriolage qui a mal tourné, en fait c'est vraiment un meurtre. Un meurtre? Ah non, mais comment est-ce que vous pouvez en être certain? En fait, la maison elle est intacte. Et en fait, voilà, on arrive... Enfin, pour en arriver jusque là, on est déjà sur un dialogue qui est globalement normal et ça se termine par ça, et là, oh,
Donc voilà, je le redis, âme sensible, s'abstenir. Chez Céline Dangean, la psychologie des personnages, elle est super bien travaillée. C'est un vrai régal parce que ça nous permet de les comprendre. Et comme elle va loin dans les qualités, les défauts des personnages qu'on n'aime pas au début, qu'on apprécie par la suite, des évolutions, des réactions. Enfin ça arrive dans la vraie vie. Vous appréciez quelqu'un, beaucoup. Mais parfois, la personne a des réactions déroutantes qui sont pas ce que vous auriez pensé ou qui sont pas ce que vous auriez souhaité. Et voilà. Bah oui, mais en même temps, si on connaît vraiment bien la personne, si on était un petit peu plus dans sa tête que ce qu'on peut l'être dans la réalité, ce serait pas surprenant et il y aurait peut-être pas forcément de mal, enfin, ce serait peut-être pas forcément négatif. Voilà. Bon, bah là... on arrive vraiment bien à se faire une idée de chaque personnage, si bien qu'on comprend leurs réactions et tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et c'est là où on arrive à un autre sujet, c'est la place des femmes dans les livres de Céline Dangean. Et je fais un parallèle entre ce premier tome de sa première série et le dernier tome de la deuxième série, où on se retrouve, sans vous spoiler, avec des positions des places des femmes qui peuvent être surprenantes, mais c'est intéressant parce qu'on n'est pas sur une forme de féminisme où la femme est supérieure à l'homme. Et moi, j'adhère à ça. Voilà, je suis totalement d'accord. Il y a un moment où, en fait, on se dit, on peut partir sur un constat. Ok, on vient d'une société patriarcale, les hommes gagnent globalement plus que les femmes, on a plein de choses, etc. Enfin, il y a plein de différences, de trucs, de machins, ok. Donc chacun peut se battre au quotidien, chacune peut se battre au quotidien. Comment? Et quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif de chacune, c'est pas la même chose. Pour certaines, l'objectif, c'est de devenir presque supérieur à l'homme et de le faire payer de tout ce qui a pu se passer. Et on a parfois, c'est là où les réseaux sociaux sont magiques, on a parfois des personnes qui vraiment ont ce discours-là avec un féminisme vraiment, enfin, qui sont marqués, qui sont reconnus pour ça, et qui dans la vraie vie demandent l'autorisation à leur mari de sortir, qui ne leur donne pas toujours en plus. Voilà. Donc c'est alors après ça peut s'expliquer, c'est peut-être justement un côté où elles ont pas certains droits, le moindre truc dans la maison elles doivent demander l'autorisation, elles sont tellement comme ça que derrière ça s'est poussé à l'extrême et ça part sur des sujets où de toute façon faut faire payer les hommes pour ci, pour ça, etc. Ou alors on est sur des choses un petit peu plus équilibrées et où du coup on n'est pas sur comment dire, un féminisme à l'extrême en train de dire de toute façon les hommes ils sont tous nuls et nous on est les reines et on a le droit à tout. On peut avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré et justement faire en sorte d'avoir ne serait-ce que l'égalité. Et donc ça passe, enfin il y a plein de choses, je pense, il y a plein de choses. De mon côté, je sais que j'ai été élevée dans une famille où je me suis pas posé ces questions-là. C'est-à-dire que c'était normal que ma mère, les matins, passe l'aspirateur et que mon père passe derrière avec la serpillière. Ou l'inverse. Ou alors que ma mère, elle commence à enlever les vêtements de la machine à laver, etc., les vêtements propres. Et mon père, pendant ce temps-là, il installe dans l'entrée le séchoir et tout. Puis une fois que ma mère a fini, il va lui prendre le truc et puis hop, ils vont accrocher ensemble. Enfin, moi, j'ai vécu dans ça. Voilà, donc ma mère qui débarrasse, mon père qui met dans le lave-vaisselle, enfin ma mère qui fait à manger, mon père qui met la table, enfin j'ai vécu dans ça, donc j'ai pas une revanche incroyable à prendre sur les hommes et je ne leur en veux pas à vie de ce que j'ai pu vivre. Et moi j'ai vécu dans ça, mais je sais que ma mère a vécu dans ça, que ma grand-mère a vécu dans ça, que mon arrière-grand-mère a vécu dans ça, et qu'en fait c'est quelque chose qu'on se transmet presque de génération en génération. Ça veut pas dire que je considère que tout est gagné parce que c'est globalement équilibré et que chez moi, mon mari fait davantage de tâches ménagères que moi. C'est pas ça. Mais enfin, du coup, c'est un modèle que j'ai eu et que inconsciemment, on doit certainement reproduire
avec, je pense que pour mes enfants, la norme, c'est que ce soit l'homme qui fasse à manger, en fait. Enfin, et en même temps, quand ils vont, enfin, ma mère fait à manger, c'est ma mère qui fait à manger et pas mon père. Donc en fait, quand on va chez mes parents, ils voient l'inverse. Mais y a pas, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser, voilà. Ce qui fait que quand on est élevé dans ce truc-là, d'avoir cette revanche et ces discours très parfois violents en fait, et parfois injustes, et parfois radicaux, nous surprennent un petit peu. Mais après voilà, faut creuser dans le passé de chacun, hein. C'est sûr que quelqu'un qui en a bavé toute sa vie et qui en bave encore au quotidien peut avoir ça. Voilà. Après, c'est chacun. Mais j'apprécie la façon de... Enfin, comment Céline Dangean amène, en fait, le féminisme d'une façon où, bah, c'est pas parce qu'elle écrit des polars, c'est pas parce qu'elle est une femme qui écrit des polars que tout sera tout beau, tout rose pour les femmes, parce que les femmes, elles sont sur un petit fauteuil doré et que surtout, elles ne font que des choses bien et qu'elles sont irréprochables et que les méchants, c'est forcément les hommes. Je suis pas en train de vous spoiler, hein, je suis pas en train de vous dire que dans tous les dénouements de Céline Dangean, les méchants, ce sont les femmes, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est que vraiment, elle joue sur ça d'une façon que j'adore. Voilà. Et j'apprécie, et pour en avoir reparlé avec elle à Nancy, moi, vraiment, je suis totalement en accord avec elle. Et ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça veut pas dire qu'il faut accepter certaines choses, ça veut pas dire tout ça. Enfin, mais derrière, c'est que moi, je vous dis, ce côté de revanche, enfin, on m'a parlé de livres qui m'ont paru mais tellement lunaires à un point qu'en est totalement déformé et qui est, enfin, quand je dis violent enfin, pour moi, c'est pas ça. Après, on a tous lu des livres où peut-être que certains ont même vécu des choses dans leur famille. Moi, j'ai été, moi, ayant vécu comme ça, de découvrir d'autres familles où l'homme ne se levait pas et où il disait, il manque ça et bla et voilà, et que la femme tout de suite a pas osé dire quelque chose et a tout de suite amené, etc. Je l'ai vu, mais je l'ai vu tardivement. Je l'ai vu, j'avais 20 ans. Et je vais pas dire que je me suis prise une énorme claque dans la figure quand j'ai vu ça, mais je n'étais pas habituée, donc je savais pas que ça pouvait exister. Et ça m'a surprise, et direct, j'ai eu enfin, je dis, mais c'est une situation qui est pas normale, en fait. Mais c'est pas normal que l'homme soit assis et fasse ça, tout comme ce serait pas normal que la femme soit assise et fasse pareil, et dise à l'homme, fais ci, fais ça, voilà. Donc voilà, bon, bon, ce que je dis, ça va loin, mais en tout cas, c'est aussi pour ça que j'aime les livres de Céline Dangean. On est sur des polars, je vous dis, âme sensible, abstenir, donc on est vraiment sur des sujets qui peuvent être assez choquants, etc., etc. Mais derrière, on a en plus, en toile de fond, ce sujet abordé comme je l'apprécie, sans partir à la guerre, sans se dire que de toute façon on est les meilleurs, alors que dans sa propre vie on est obligé de demander l'autorisation à chaque chose. Vous savez, comme à l'époque où on n'avait pas notre propre argent et qu'il fallait demander l'autorisation à notre mari de pouvoir faire telle ou telle dépense ou pas le droit de vote, etc. Bah, quand il y en a qui vivent encore comme ça en 2024 et qui sur les réseaux sociaux crient au féminisme radical, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais je pense que ça peut s'expliquer aussi, et que chaque femme doit vivre certainement le féminisme d'une certaine façon par rapport à son propre vécu et à son propre présent. Voilà. donc voilà, il y a des sujets qu'il faut vraiment les aborder. C'est vraiment, tout n'est pas gagné pour les femmes non plus. Il y a beaucoup de choses à faire encore pour avoir l'égalité et pas forcément la supériorité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et attendre patiemment que ça se passe. Je pense qu'il y a des choses, des actions, on n'est pas obligé de crier à la révolution, à tuer tous les hommes pour être uniquement des femmes sur Terre. Je pense que derrière, il y a aussi des choses qui peuvent se mettre dans le quotidien. Alors certes, c'est plus difficile, le travail est certainement moins incroyable que de crier au féminisme radical sur ces réseaux, mais
Il y a des choses à faire dans le cadre de sa propre famille ou des choses comme ça aussi, et à tenter de diffuser. Alors c'est sûr que je vous dis, c'est plus restreint, mais quand on a une famille, quand on a des enfants, il y a des choses à faire aussi par rapport à ça. Voilà, longue parenthèse, mais sujet important, traité vraiment de façon qui me plaît beaucoup, et je partage totalement les valeurs de Céline Dangean sur ce sujet. La fille de Cali. Et je termine avec Le temps est assassin de Michel Bussy, qui est donc mon 4e livre de l'auteur. Je l'avais acheté au Coquelicot Noir à Nemours le 29 janvier 2023. Il était dédicacé. Il écrit un peu à la Davida. C'est pas l'auteur qui a la plus belle écriture, mais des livres dédicacés par Michel Bussy, c'est assez précieux, je trouve. Donc moi, je l'ai découvert il y a très longtemps. J'ai découvert il y a un peu plus de 10 ans avec Un avion sans ailes, et je me suis dit, waouh, c'est assez dingue en fait. Puis vraiment, j'ai été emportée par l'histoire, je me suis fait avoir et tout, et je l'ai trouvé dingue. J'ai lu Les Nymphéas Noirs en me disant, un auteur qui a réussi à m'emporter de cette façon-là, plus les Nymphéas, je veux dire, Monet, c'est l'un de mes peintres préférés. Giverny est un endroit que j'adore. Quand j'étais petite, j'avais un livre de Monet avec ses 50 000 versions du bassin aux Nymphéas, enfin voilà. Et je l'ai un petit peu moins aimé. En fait, j'en attendais beaucoup. Je l'ai lu, je sais plus, en 2013 ou 2014, je sais plus trop. Et après, je me suis dit, bah, puis je suis pas revenue. Je suis pas revenue sur cet auteur. Jusqu'à, il y a peut-être fin 2022, j'ai lu Au soleil redouté. Globalement, pendant le livre, j'ai trouvé un petit peu long. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé un petit peu long. La fin, elle était incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Et puis, bah, écoutez, 2 ans après, 1 an et demi après, je retourne vers un livre de Michel Bussy. Et là, je me retrouve donc dans Le temps est assassin. On a, donc c'est un pavé, 600 et quelques pages. Et en fait, on a un premier chapitre dingue, complètement dingue, où on se retrouve avec un accident de voiture et on a une famille, un couple, leurs 2 enfants, 15 et 18 ans, je ne sais plus exactement. Et tout le monde meurt, sauf Clotilde, la fille de 15 ans. Toute sa famille meurt. Donc après, bah, elle continue à vivre comme ça. Et on est en 1989 à ce moment-là. Et en 2016, elle-même a sa famille, elle a un mari, elle a une fille ado. Elle revient sur ce lieu-là pour plusieurs raisons. Et il y a des petites choses qui vont la titiller. Bon, déjà, c'est assez... tout le monde n'est pas parti de ce lieu. On est en Corse. Tout le monde n'est pas parti de ce lieu. Donc, elle revoit beaucoup de personnes qu'elle a connues petites. Et elle se retrouve avec des mots. Elle reçoit déjà une première lettre, un petit mot, et ça la perturbe parce que le petit mot lui demande de faire quelque chose, et en fait, l'écriture, bah, c'est l'écriture de sa mère. Voilà. Donc, secret de famille incroyable. Comment ce mot arrive là? Déjà, ça aussi, ça va être un secret. Qui écrit le mot? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est pas sa mère? Et puis, elle-même, en plus, va vivre des choses. Voilà, elle va revivre des choses de son adolescence. On jongle, en fait, entre ce qui s'est passé en 2016... qui est écrit à la 3e personne, et ce qui s'est passé en 89 via son journal, le journal de Clotilde, qui en fait a disparu après le décès de sa famille. Elle l'avait posé quelque part, il n'a jamais été retrouvé, elle s'est toujours demandé où est-ce que ce journal était passé.
on va de rebondissement en rebondissement parce qu'en fait, on va se méfier de certains personnages, on va se poser des questions, on va évoluer avec elle, on va pas trop savoir. On a quelques petites scènes qui se passent et on essaye de voir comment ces scènes peuvent être intégrées dans notre raisonnement, dans le dénouement. Et c'est pas évident justement parce que on va l'interpréter d'une certaine façon. Puis à la fin, Michel Bussy lève le voile sur l'ensemble et puis nous montre, comme Agatha Christie, comme ce que j'ai pu apprécier dans ses précédents livres en fait, il montre qu'on a tout vu avec un certain regard et qu'en fait il fallait un petit peu élargir notre horizon, il fallait enlever nos œillères, on se serait rendu compte du coup que c'était beaucoup plus large que ce à quoi on a pu penser. Et que malgré tout, on pensait vraiment avoir pensé à... On pensait avoir réfléchi à toutes les possibilités et non, il y en a certaines qu'on avait laissées sur le carreau et ça m'a fait penser à un Agatha Christie très précis que je ne vous dévoilerai pas pour ne pas vous spoiler. Pour pas vous spoiler le Michel Bussy ou voir l'inverse. Voilà. Donc très bien, vraiment très bien. On n'est pas sur une enquête policière classique parce qu'on va suivre un peu Clotilde, sa famille, des choses qui se passent bien, des choses qui sont moins bien. Elle retrouve son amour d'adolescence, ça la perturbe, mais en même temps elle est mariée, comment elle gère ça. Et puis derrière, elle va savoir des choses sur sa famille, sur ses parents. Son père était corse, pas sa mère. Donc elle va apprendre des choses sur le passé de ses parents aussi. Et voilà. Il y a un petit truc que j'avais deviné, mais pas du tout l'ensemble. Et c'est l'ensemble qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc excellent. Donc il faut que je lise d'autres livres de Michel Bussy. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire quel est votre rapport avec les pavés. Est-ce que vous êtes comme moi à vous dire un pavé, attendez, je suis pas prête d'y aller. Ou alors, comme moi en ce moment, ouais, un pavé trop bien, je m'en fiche, je veux à tout prix lire cet auteur. Mais voilà, comment est-ce que vous abordez ça? Est-ce que pour vous c'est un livre comme un autre? Est-ce qu'au contraire vous aimez ça? Parce que je sais que ma mère aime justement les pavés. Voilà, ça m'intéresse parce que je pense qu'on n'est pas tous pareils justement sur le sujet. Et donc, est-ce que cet épisode de podcast vous a plu si vous êtes très pavé? Je vous souhaite de très bonnes lectures. On se retrouve très vite. Voilà, à bientôt.